Les troubles de la déglutition désignent en général tout un ensemble de manifestations anormales du passage de la nourriture de la bouche vers l'œsophage. Les symptômes sont soit un passage pathologique dans les voies aériennes supérieures entraînant une forte quinte de toux, soit une impossibilité de faire passer le bol ou le liquide dans l'œsophage. Ces manifestations banales chez une personne saine deviennent extrêmement graves et dangereuses quand une pathologie sous-jacente provoque et entretient ces dysphagies en permanence. Rétablir une déglutition efficace et sûre est l'objectif de la rééducation et nécessite une analyse très précise du dysfonctionnement et des accidents. Le temps buccal de la déglutition est volontaire. À la prise alimentaire succèdent la mastication et la salivation qui concourent à la formation d'un bol homogène. Celui-ci est placé sur la partie supérieure et médiane de la langue qui le propulse vers l'isthme du gosier en prenant appui sur le palais dur. Le temps pharyngien automatico-réflexe débute dès que le bol dépasse les piliers antérieurs du voile qui se soulèvent, fermant les voies aériennes nasales. La partie postérieure de la langue recule contre le pharynx, l'épiglotte bascule en arrière abaissée par le bol et par l'ascension de l'ostioïde et du larynx. Les muscles du larynx se contractent et les cordes vocales ferment l'orifice laryngé. Des contractions musculaires du pharynx en amont du bol et des inhibitions en aval, étroitement coordonnées avec les phénomènes respiratoires, font progresser le bol. Le muscle cricopharyngien, sphincter supérieur de l'œsophage, se relâche et laisse passer le bol. Le temps œsophagien totalement réflexe assure après le passage du sphincter supérieur de l'œsophage la progression du bol vers l'estomac. Dès que le bol a franchi le sphincter, le voile, le larynx et l'ostioïde redescendent et la respiration reprend. 5 paires de nerfs crâniens participent au contrôle moteur, sensitif et sensoriel de la déglutition. Le trijumeau, le facial, le glossopharyngien, le pneumogastrique et le grand hypoglosse. Dès que la stimulation sensitive et sensorielle oropharyngée se produit, les noyaux moteurs et sensitifs des nerfs crâniens vont coordonner les réponses adaptées, en particulier l'inhibition des centres respiratoires pendant la durée de la déglutition. Le réflexe de déglutition est alors activé et se poursuit de façon totalement automatique sans possibilité d'interruption. Cette organisation constitue le contrôle du tronc cérébral. Des voies supranucléaires relient le cortex frontal et préfrontal au noyau du tronc cérébral et permettent une activation volontaire du réflexe de déglutition, mais n'en contrôlent ni le déroulement ni le résultat. Les voies extrapyramidales et cérébelleuses assurent la parfaite synchronisation synergique et séquentielle des différents muscles participant à la déglutition. Cette organisation supranucléaire constitue le contrôle central. Les lésions des voies centrales supranucléaires laissent le réflexe de déglutition intact, mais l'activation volontaire du début de l'acte de déglutition est affaiblie ou même paralysée. Ces dysphagies présentent des signes associés de façon variable selon les étiologies. La perturbation du tonus musculaire et le mauvais contrôle du cou retentissent sur la déglutition et la coordination. Des réflexes oro-archaïques de succion ou de morsure sont désinhibés et empêchent une mise en bouche correcte. La patiente est incapable d'activer volontairement le réflexe de déglutition à partir des muscles oraux. Elle fait plusieurs tentatives laborieuses avant de réaliser ce premier temps, très perturbé, parfois paralysé. La motilité volontaire de la langue est réduite. Des phénomènes apraxiques peuvent compliquer le déficit. Les solides ont beaucoup de difficultés à passer de la bouche au pharynx. Les troubles sensitifs et sensoriels au niveau de la bouche et de la face diminuent la perception consciente et n'informent pas suffisamment les centres bulbaires et suprabulbaires de la nécessité de déglutir. Le deuxième temps est ralenti et retardé à cause de la dyskinésie pharyngo-laryngo-œsophagienne. Le liquide ne déclenche pas le réflexe de déglutition en arrivant sur les vallécules. Il coule sur les sinus piriformes
et la déglutition n'est activée qu'après le remplissage de l'hypopharynx. Les fausses routes se produisent en général avec les liquides et le réflexe de Toux, réflexe de protection des voies aériennes, est affaibli et inefficace. Les atteintes unilatérales désynchronisent la coordination entre le côté droit et le côté gauche. À l'électromyographie de surface, au moment de la déglutition, l'activité des muscles seins à droite démarre avant celle du côté gauche. La contraction en est aussi plus intense. De plus, l'inhibition respiratoire est désynchronisée et se produit souvent trop tôt ou trop tard. La reprise respiratoire se faisant pendant la déglutition, la fausse route est assurée. L'atteinte des voies automatiques est réalisée dans les syndromes extrapyramidaux. Dans les syndromes parkinsoniens, la déglutition est essentiellement gênée par la lenteur d'initiation des mouvements volontaires lors de la mise en bouche de l'aliment et au début de la mastication. Celle-ci est faible et lente à cause de la rigidité et de l'hypokinésie facio-bucco-linguale. Le broyage et l'insalivation sont peu efficaces et les aliments stagnent dans la bouche. Les afférences proprioceptives provenant d'une base de langue hypokinétique activent insuffisamment le réflexe de déglutition très retardé. L'hypokinésie pharyngienne augmente la stase alimentaire et les fausses routes surviennent à la reprise respiratoire. Dans les syndromes choréiques, la désorganisation de la motricité se traduit par des hyperkinésies cervicales, faciales et buccales qui retentissent sur la première phase de la déglutition, la rendant moins efficace. Le temps pharyngien est très perturbé. Le péristaltisme pharyngien et le relâchement du muscle cricopharyngien sont désynchronisés. On observe aussi un défaut d'ascension du larynx et lors des fausses routes, un réflexe tucigène diminué ou absent. Dans les atteintes des voies ou des centres régulant la coordination motrice, la synergie et l'hypotonie facio-bucco-linguale sont susceptibles de perturber la déglutition. L'hypotonie des muscles cervicaux et des muscles hyoïdiens est responsable de la position abaissée du larynx. L'hypotonie, les dysynergies et les dyschronométries pharyngiennes et laryngées vont provoquer un retard de déclenchement du réflexe de déglutition, de l'ascension du larynx et de la fermeture glottique, assurant mal l'obturation des voies aériennes. À l'incoordination et à la désynchronisation motrice, des mouvements anormaux et parasites peuvent s'ajouter, tels les clonies vélo-palato-pharyngées, identifiables par les battements du voile et du pharynx. Les lésions nerveuses périphériques situées sur les motoneurones alpha et dans les noyaux des nerfs crâniens présentent un tableau de paralysie, amyotrophie, hypotonie et détruisent ou endommagent le réflexe de déglutition. La paralysie des muscles de la face, de la langue, du voile et du pharynx provoque un bavage et une difficulté à mobiliser le bol, une stase jugale et un reflux nasal au moment de la déglutition. La paralysie et les troubles de la sensibilité entraînent une diminution de la force de propulsion pharyngée. La distension des parois hypotoniques du pharynx augmente la stase et le risque de fausse route. Les cordes vocales paralysées ne ferment plus la glotte et l'efficacité de la toux est affaiblie. L'altération de la fermeture glottique par mauvaise ascension du larynx vers la base de la langue entraîne des fausses routes. La difficulté de relâchement du muscle cricopharyngien fermant la partie supérieure de l'œsophage entraîne des régurgitations vers la bouche ou des fausses routes pulmonaires par débordement laryngé. Les pathologies musculaires affectent aussi la déglutition. Ainsi, la myosclérodermie fait perdre progressivement l'élasticité musculaire et cutanée. La fibrose des muscles hyoïdiens et la sclérose cutanée compromettent l'élévation du larynx. Seule l'épiglotte basculant sur la glotte assure la fermeture laryngée et la protection des voies aériennes. La petite injection de liquide de contraste sous-épiglottique révèle une fausse route laryngée.
De l'analyse précise du mécanisme pathologique de la dysphagie ou des fausses routes découle le choix et l'application des outils de rééducation les mieux adaptés. Avant de reprendre les essais alimentaires, certains préalables seront nécessaires. L'attention et la vigilance du patient sont les premiers prérequis indispensables. Le malade doit pouvoir se concentrer sur l'exercice et exécuter des actes volontaires. Le contrôle respiratoire diaphragmatique, l'apprentissage de la toux volontaire, le contrôle du souffle et de l'apnée sont essentiels à la fois pour la sécurité de l'appareil respiratoire et pour l'indispensable coordination déglutition-respiration. Le contrôle du tonus cervico-céphalique, la correction des positions pathologiques, l'augmentation de la mobilité et la coordination des mouvements du cou font aussi partie du programme de rééducation, ainsi que l'inhibition des hypertonies des muscles du visage et du cou. Les stimulations sensitives et sensorielles augmentent les afférences extéroceptives et proprioceptives faciales et buccales. Elles permettent d'améliorer la coordination de la motricité des muscles masticateurs, des lèvres et de la langue, indispensables au premier temps buccal volontaire, et de stimuler les parois postérieures du pharynx et de la base de langue, point de départ du déclenchement du réflexe de déglutition. Le développement de la sensibilité est réalisé par des stimulations manuelles, vibratoires, cryothérapiques et par des stimulations des récepteurs gustatifs, très importantes pour entretenir la motivation du patient. Le contrôle moteur est étroitement lié aux afférences proprioceptives en provenance des mâchoires, des lèvres, de la langue et des structures pharyngo-laryngées. Aussi demande-t-on des mouvements volontaires analytiques stimulés par des pressions manuelles ou des vibrations et contrôlés par biofeedback. La réalisation des praxies, les exercices de souffle, complète le travail analytique, améliore le rythme et la coordination motrice. La fermeture glottique est réalisée par des exercices de production sonore. La déglutition à vide et avec la salive est la première étape des exercices fonctionnels. Vient ensuite la déglutition de substances homogènes suffisamment aromatisées pour augmenter la stimulation du réflexe de déglutition. Les aliments solides ne sont proposés que lorsque la manipulation intraorale est fiable. L'eau reste la substance la plus difficile à contrôler. Liquide insipide, elle ne permet pas l'augmentation de stimulation du réflexe de déglutition et s'écoule trop vite dans le pharynx lorsque la coordination motrice est déficitaire. Il en résulte des fausses routes, souvent en rapport avec une reprise anticipée de la respiration alors que tout le liquide n'a pas dépassé la glotte. Une déglutition réussie de l'eau nécessite donc une attention importante et une synchronisation déglutition-apnée parfaite, pouvant être favorisée dans les premiers temps par un travail statique de la musculature cervicale. Parallèlement à la recherche de la restauration maximale des possibilités sensorimotrices, il est important, pour éviter les fausses routes, de trouver rapidement des compensations fonctionnelles. Par exemple, l'inclinaison de la tête compense l'hypotonie de l'hémipharynx opposé et vide la stase pharyngée. De même, l'épaississement des liquides permet de ralentir la vitesse de passage dans le pharynx et l'aromatisation augmente la perception sensorielle. La chirurgie carcinologique mutile gravement les organes nécessaires à la déglutition. Les déficits sont liés à la topographie lésionnelle et à la modification structurale. L'ablation d'une partie plus ou moins importante de la mâchoire inférieure désolidarise les deux branches et compromet la mastication. La désinsertion des muscles linguaux et faciaux les prive de points d'appui et affecte la propulsion du bol vers le fond de la bouche. Seuls les aliments mixés pourront être injectés sur l'arrière-langue et déglutis en position semi-couchée. L'ablation totale ou partielle de la langue compromet la mastication, la formation du bol et sa propulsion. L'alimentation sans langue n'est possible qu'avec des liquides et elle sera totalement insipide. L'ablation de la base de la langue et de l'épiglotte rend difficile l'ascension et la couverture du larynx.
Les fausses routes surviennent alors par défaut de fermeture laryngée par le recul de la langue. L'exérèse totale ou partielle du voile supprime l'obturation des voies nasales. La force de propulsion du deuxième temps est affaiblie et une partie importante du bol reflue dans les fosses nasales. L'exérèse partielle du larynx impose la perte du cartilage thyroïde, d'une partie plus ou moins importante de l'épiglotte et le sacrifice des cordes vocales. La fermeture glottique peut être obtenue avec la base de la langue et un cartilage aryténoïde qui bascule contre la muqueuse bordant le cartilage cricoïde. Les fausses routes se produisent si l'aryténoïde contre le bourgeon muqueux ne ferme pas totalement la lumière laryngée et si l'ascension de la néoglotte et le recul de la langue sont insuffisants. L'exérèse des tumeurs du pharynx prive le patient d'une partie plus ou moins importante de parois musculaires qui a pour conséquence la perte de la force de propulsion, un calibre pharyngé diminué et des informations kinesthésiques perturbées. De plus, on remarque une désorganisation du tonus du muscle cricopharyngien qui fait obstacle à la progression du bol alimentaire. La stase déborde alors dans le larynx. Les laryngectomies totales présentent aussi des dysphagies. Les parois musculaires du pharynx, irradiées et fibrosées, ne poussent plus efficacement le bol vers l'œsophage. La perte de la langue aggrave encore plus la dysphagie et seule l'alimentation liquide sera possible. Des obstacles cicatriciels, les sténoses pharyngo-œsophagiennes, entraînent une ouverture de trop faible diamètre pour permettre une déglutition de morceaux et imposent une alimentation semi-liquide. L'état trophique du cou peut affecter aussi la mobilité laryngée. Le curage fonctionnel des tissus adipeux et celluliteux tapissant le cou et assurant les plans de glissement laisse un champ cutané post-opératoire adhérent aux muscles et aux paquets vasculo-nerveux. Les séquelles post-radiques augmentent l'atrophie cutanée. Les cicatrices opératoires sont souvent adhérentes. Enfin, l'œdème sous-mentonnier et péricicatriciel n'est plus drainé par le système lymphatique cureté et gêne l'ascension laryngée. Dans les laryngectomies reconstructives, il s'agit de faire reculer la base de la langue pour que la néoglotte vienne se plaquer dessous. Les exercices consistent à déplacer la pointe de la langue d'avant en arrière en pressant contre la voûte palatine. La fermeture glottique est réalisée par le travail du muscle crico-aryténoïdien latéral qui amène le cartilage aryténoïde de dehors en dedans. Le patient va faire par exemple une émission de haies long ou de saccades de haies brefs. La mobilisation passive manuelle externe du cartilage cricoïde aide le mouvement, mais aussi augmente la perception kinesthésique du néolarynx. Pour déglutir, le patient corrige la position du cou contre une légère résistance avec le menton contre le sternum en permettant à l'orifice laryngé de se mettre sous la protection de la base de la langue. La déglutition sonore est le premier signe d'amélioration fonctionnelle. Les glossectomies totales sont plus difficiles à rééduquer. Le larynx doit s'élever et venir se plaquer contre le lambeau du grand pectoral, immobile et insensible, remplaçant la base de la langue. Il faut donc solliciter les muscles élévateurs du larynx et les muscles sous-hyoïdiens, par exemple dans l'ouverture de la mâchoire. Les sollicitations sensorielles cutanées et les mobilisations passives du larynx accompagnent les contractions musculaires des déglutitions à vide. Les vibrations complètent les stimulations sensitives proprioceptives. La stimulation du réflexe nauséeux sur les piliers et sur le pharynx permet un relèvement du voile et une élévation automatique du larynx. La prise en charge des problèmes trophiques est essentielle au traitement. Les ponçages et les vibrations mécaniques assouplissent et décollent les cicatrices adhérentes. Le drainage lymphatique permet de résorber l'œdème sous-mentonnier et cicatriciel. Les massages, ponçages mécaniques ou manuels,
assouplissent les fibroses cutanées post-radiques. Les étirements actifs rendent aux muscles scléreux et adhérents une certaine élasticité. De nombreuses pathologies peuvent donner des dysphagies dont les fausses routes pulmonaires sont les manifestations les plus graves et les plus dangereuses. Elles engagent le pronostic fonctionnel respiratoire et le pronostic vital. La compréhension des mécanismes intimes des fausses routes et des dysphagies permet l'élaboration et le choix de traitements rééducatifs les plus fiables possibles pour protéger l'appareil respiratoire. D'autre part, la prise en charge des dysphagies sans fausse route permet d'éviter une éventuelle aggravation vers la fausse route et améliore le confort de l'alimentation du patient, indispensable pour sa santé physique et morale.